Après que mon grand-père millionnaire est décédé et m'a tout légué, mon ex-femme infidèle, qui m'a quitté pour un nouvel amant, a décidé de me poursuivre en justice pour l'argent. Quand je suis entré dans la salle d'audience, mon ex-femme a levé les yeux au ciel, mais le juge s'est immobilisé. « Attendez. Les accusations sont contre vous, a-t-il dit. Ils n'ont jamais su qui j'étais vraiment. » Le matin où Vivien m'a remis les papiers du divorce, elle portait les boucles d'oreilles que je lui avais achetées pour notre 10e anniversaire. Elle les a posées sur le comptoir de la cuisine à Chestnut-Hill comme une addition de restaurant, efficace, définitif, sans place pour la discussion. Son avocat avait déjà été engagé. Les cartons étaient déjà faits et Prescott Arlo, son entraîneur personnel devenu son obsession personnelle, attendait apparemment déjà dans la voiture dehors. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas supplié. J'avais 43 ans, j'étais procureur fédéral pour le district et de la Pennsylvanie, et j'avais passé la meilleure partie de 2 décennies à convaincre des jurys de croire des choses qu'ils ne voulaient pas croire. Alors, j'ai regardé ces papiers, j'ai regardé ma femme depuis 11 ans, et j'ai dit 3 mots, « Es-tu sûr ?» Elle a ri, vraiment ri, comme si la question elle-même était la chute d'une blague qu'elle attendait de raconter depuis des mois. « Garrison, a-t-elle dit en ramassant ses clés, je n'ai jamais été plus sûr de quoi que ce soit dans ma vie. » Elle se trompait à ce sujet. Il s'est avéré qu'elle se trompait sur beaucoup de choses, mais elle ne l'a découvert qu'en étant assise dans une salle d'audience à Center City, Philadelphie, en regardant la couleur quitter le visage de son avocat pendant qu'un juge fédéral lisait des accusations qu'elle n'avait jamais vues venir. Des accusations qui n'étaient pas du tout contre moi. Mais je m'avance. C'est une habitude de salle d'audience que j'ai passé 20 ans à essayer de perdre. Laissez-moi commencer par le début. Avant de commencer, abonnez-vous si vous êtes nouveau ici. Ensuite, laissez un commentaire et dites-moi d'où vous regardez. Maintenant, entrons dans l'histoire d'aujourd'hui. Je m'appelle Garrison Wyatt. J'ai grandi à Kensington, Philadelphie. Pas la version policée que les gens imaginent quand ils pensent à la Pennsylvanie, mais la vraie version. La version avec des clôtures en grillage, des magasins de coin de rue et des hommes qui travaillaient jusqu'à ce que leur dos lâche, puis travaillaient encore un peu. Mon père, Raymond Wyatt, a conduit un bus de ville pendant 31 ans. Ma mère, Darlene, nettoyait des bureaux dans le quartier financier chaque nuit de 11h à 7h, puis rentrait à la maison et nous préparait le petit déjeuner avant que nous allions à l'école. Nous n'étions pas pauvres de la manière dont les gens parlent de la pauvreté à la télévision. Nous étions pauvres de manière discrète, de cette manière où il y a toujours de la nourriture mais jamais assez. Où le chauffage fonctionne la plupart des hivers, où l'on apprend très tôt que la dignité est quelque chose que l'on doit fabriquer avec ce qui est disponible. J'étais bon à l'école parce que l'école était gratuite et parce que les livres ne coûtent rien à la bibliothèque sur Allegheny Avenue. J'étais assez bon pour obtenir une bourse pour Temple, assez bon après cela pour entrer à Penn Law et assez têtu pour refuser un salaire 3 fois supérieur dans un cabinet privé parce que je voulais mettre en prison les gens qui méritaient d'y être. Cette obstination m'a beaucoup coûté au fil des ans. Elle m'a aussi sauvé. J'ai rencontré Vivien Darrow lors d'une collecte de fonds à All City, le genre d'événement où les gens boivent du vin cher et parlent de causes dont ils ne se souviendront plus le matin. Elle était décoratrice d'intérieur avec une liste de clients qui se lisait comme un bottin mondain de l'argent de la Mainline. Elle était belle de cette manière sans effort qui demande une quantité significative d'efforts et elle avait un rire qui pouvait remplir une pièce. Elle trouvait les procureurs romantiques à nos débuts. Elle disait qu'elle aimait que je me batte pour les gens qui ne pouvaient pas se battre pour eux-mêmes. 11 ans plus tard, elle m'a dit que j'étais ennuyeux. Je suppose que les deux peuvent être vrais. Le mariage s'était effiloché pendant environ 2 ans avant qu'elle ne me remette ses papiers, bien que je ne l'ai pas vu pendant que cela se produisait. C'est le problème quand on travaille 60 heures par semaine sur des affaires fédérales. On rentre à une maison, pas à un mariage. Vivien avait essayé de me le dire de la manière dont les gens essaient de vous dire des choses quand ils ont déjà décidé que la conversation ne changerait rien. Elle disait qu'elle se sentait seule. Je disais que je comprenais. Elle disait qu'elle voulait plus. Je disais que les choses se calmeraient. Elles ne se sont jamais calmées. Prescott Arlo est entré en scène environ 18 mois avant le divorce. Il entraînait Vivien 3 matins par semaine dans une salle de sport à Ritenour Square. Il avait 36 ans, 7 ans de moins que Vivien, avec une sorte de confiance particulière qui vient de n'avoir jamais vu un plan échouer parce que vous n'avez jamais eu de plan qui nécessitait plus que du charme. Il conduisait une Porsche en leasing et publiait des citations de motivation sur Instagram à 6 heures du matin.
Vivien a commencé à rentrer de ses séances de plus en plus tard. Je savais. Je savais de la manière dont on sait des choses sur lesquelles on n'est pas prêt à agir, les relevés de cartes de crédit, le week-end où elle a dit qu'elle rendait visite à son amie d'université Naomi à Wilmington. Sauf que Naomi avait appelé sur le téléphone de la maison pour chercher Vivien la première fois qu'elle prétendait être là, le parfum qui n'était pas le sien. J'ai recueilli ces détails de la manière dont je recueille des preuves dans les affaires fédérales, systématiquement, tranquillement, sans montrer mon jeu jusqu'à ce que le moment soit venu. Le moment, dans ce cas, était la procédure de divorce elle-même. Mais avant que ce moment n'arrive, quelque chose d'autre s'est produit. Quel cosacce a cambiato ogni calcolo chez Vivien aves me fatto riguardo alla Siarmi. Mio nono est morto. Theodore Wyatt n'était pas un homme que les gens s'attendaient à voir riche. Il avait passé 40 ans à diriger une entreprise de fourniture de plomberie depuis un entrepôt à Port-Richmond, le genre de quartier qui sent la rivière Delaware en été et la vieille huile de machine toute l'année. Il a conduit la même Buick pendant 16 ans. Il a apporté son déjeuner dans un sac en papier chaque jour de sa vie professionnelle. Il portait les 3 mêmes chemises en rotation. C'était le genre d'homme qui inspectait les reçus avec le même sérieux que d'autres hommes réservent aux documents juridiques. Ce que personne ne savait, ce que même mon père ne savait pas jusqu'à la lecture du testament, c'est que Theodore Wyatt achetait discrètement des biens immobiliers à Philadelphie depuis 1971. Des propriétés commerciales pour la plupart. Un entrepôt à Fishtown qu'il avait acheté pour presque rien et conservé à travers 3 cycles économiques différents. Une bande de devantures à usage mixte sur Passyunk Avenue, un parking à Fairmount qui se trouvait sur un terrain que quelqu'un a finalement décidé être très précieux. Il n'en avait jamais rien dit, ne parlait jamais d'argent en fait, sauf pour dire que le secret pour en avoir était de ne jamais le dépenser pour des choses dont on n'avait pas besoin. Quand il est mort d'une crise cardiaque en février, calme et seul dans la maison de Mayfair où il vivait depuis 1968, la succession valait 4,2 millions de dollars. Il me l'a laissé. Pas à mon père, qui avait ses propres sentiments à ce sujet. Pas à mon oncle Terence, qui avait emprunté de l'argent à Théodore 3 fois distinctes et n'en avait jamais remboursé un centime. À moi, Garrison Raymond Wyatt, spécifiquement nommé dans un testament qui avait été rédigé, révisé et notarié avec la précision d'un homme qui avait passé des décennies à penser exactement à ce moment. Il y avait une lettre incluse avec le testament. L'écriture de Théodore était petite et soignée, l'écriture d'un homme qui ne gaspillait jamais rien, y compris l'encre. Garrison, commençait-elle. Tu es le seul qui m'ait jamais demandé comment j'ai bâti l'entreprise au lieu de me demander simplement de l'argent. Cette question vaut plus que tu ne le penses. Ne laisse personne prendre ce que je te donne. Et ne te sens pas coupable pour ceux qui pensent le mériter. Mériter n'est pas la même chose que gagner. J'ai lu cette lettre assis dans la cuisine de mon grand-père à Mayfair, entouré de 60 ans de vie ordinaire accumulée. La même table de cuisine où il m'a appris à jouer aux échecs, la même cafetière qu'il utilisait depuis le début des années 90, les mêmes rideaux que ma grand-mère avait suspendus avant de mourir. Je l'ai lu 3 fois, puis je l'ai plié et l'ai mise dans la poche de ma veste. J'ai appelé mon avocat, Daniel Rohr, depuis le parking du salon funéraire. J'ai besoin de te parler de la protection des actifs, ai-je dit. La procédure de divorce est toujours en cours. Y a-t-il quelque chose dont je doive m'inquiéter? Daniel est resté silencieux pendant exactement le genre de pause que font les avocats lorsqu'ils sont sur le point de dire quelque chose de compliqué. Quand est-il mort, Garrison? Ce matin. Et quand les papiers du divorce ont-ils été déposés? Il y a 8 semaines. Une autre pause. Viens au bureau demain. Apporte tout. Vivien a appris l'héritage par Terence. Mon oncle s'attendait apparemment à recevoir quelque chose de la succession de Théodore. Et quand le testament a été lu et que son nom n'y figurait pas, il a fait ce que Terence faisait toujours lorsque le monde ne répondait pas à ses attentes. Il a passé des appels téléphoniques. Il a contacté Vivien directement, ce qui m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur la relation entre mon oncle et ma future ex-femme. J'étais au tribunal en train de plaider une affaire de fraude électronique lorsque mon téléphone s'est allumé avec le numéro de Vivien pour la 6e fois en 2 heures. Je n'ai pas répondu. Lorsque la session a été interrompue pour le déjeuner, j'ai appelé Daniel à la place. Elle a appelé son avocat ce matin, m'a dit Daniel. Il modifie la requête. Ils veulent inclure l'héritage comme un bien matrimonial soumis à une répartition équitable.
Je me suis assis dans le couloir devant la salle d'audience 5A du palais de justice fédéral sur Market Street et j'ai pris une profonde inspiration. Sur quel motif? Ils soutiennent que vous avez dissimulé l'existence de l'héritage pendant la phase de communication des preuves, que vous connaissiez la valeur de la succession avant la mort de Théodore et que vous avez omis de la divulguer. Il était en vie lorsque la communication des preuves s'est terminée. Je sais, c'est exactement ce que nous allons leur dire. Mais c'est là que les choses se sont compliquées et où je dois expliquer quelque chose à propos de Vivien. Quelque chose que je n'avais pas entièrement compris jusqu'à ce que l'héritage atterrisse au milieu de notre divorce comme une grenade. Vivien n'était pas une femme stupide. Elle était en fait extrêmement intelligente de la manière particulière des gens qui comprennent les dynamiques sociales et l'effet de levier financier mieux qu'ils ne comprennent presque toute autre chose. Elle n'avait pas simplement décidé de s'attaquer à l'héritage parce qu'il s'agissait de 4 millions de dollars. Elle avait décidé de s'y attaquer parce qu'elle avait passé 11 ans à me regarder prendre des décisions prudentes, soigneuses et méthodiques. Et elle en avait conclu que je ferais ce que je faisais toujours, construire un dossier lentement, le présenter logiquement et faire confiance au processus. Elle ne m'avait jamais vu en colère. Elle ne m'avait jamais vu prêt à tout brûler. C'était sa principale erreur de calcul. La découverte de ce que Vivien et Prescott avaient réellement fait pendant ces 18 mois m'a pris environ 3 semaines d'enquête minutieuse. Y travaillant le soir après les visites de mon père et les appels téléphoniques avec Daniel et la charge de travail fédérale continue qui ne s'arrêtait jamais pour les catastrophes personnelles. Voici ce que j'ai trouvé. Prescott Arlo n'était pas un entraîneur personnel. C'est-à-dire qu'il était techniquement un entraîneur personnel certifié de la même manière qu'un homme avec une licence d'agent immobilier est techniquement un agent immobilier, même s'il n'a pas vendu de maison depuis 4 ans. Sa véritable activité, si on peut l'appeler ainsi, consistait à présenter à des femmes mariées et riches des opportunités d'investissement qui n'existaient pas. Il avait fait cela dans 3 villes précédentes, Charlotte, Nashville et Scottsdale, avec des femmes qu'il rencontrait dans des centres de fitness, toujours dans les installations les plus haut de gamme, ciblant toujours celles qui avaient de l'argent à proximité, par le biais de leur mari, de leur famille ou d'un héritage. Il cultivait une relation pendant des mois, établissait la confiance, établissait l'intimité, puis, au bon moment, présentait une opportunité d'investissement qui nécessitait une action immédiate et un capital important. À Charlotte, une femme nommée Beverly avait perdu 200 000 $ avant que son mari ne comprenne ce qui se passait. Le procès civil a été réglé discrètement. Prescott a déménagé. À Nashville, une propriétaire de cabinet dentaire nommée Lorraine avait transféré 160 000 $ à une société à responsabilité limitée qui s'est dissoute 6 mois après le départ de Prescott. Son avocat a déposé une plainte auprès de la division des valeurs mobilières de l'État. Rien n'en est sorti parce que Prescott était déjà passé à autre chose. À Scottsdale, les choses s'étaient envenimées. Une femme dont je ne citerai pas le nom ici avait failli perdre sa maison. Son mari, qui se trouvait être un agent de la DEA à la retraite, avait fait exactement ce que je faisais maintenant, recherche, documentation, constitution d'un dossier. Mais Prescott en avait eu vent et était parti avant que le mari n'ait assez d'éléments pour les présenter à une autorité officielle. J'ai trouvé tout cela en faisant ce que font les procureurs. J'ai appelé des gens. J'ai posé des questions. J'ai suivi la piste administrative. J'ai retrouvé le mari de Beverly par le biais d'une association professionnelle, j'ai eu une longue conversation avec une femme à Nashville qui était prête à parler si son nom restait confidentiel. Et j'ai pris contact avec l'ancien agent de la DEA à Scottsdale par l'intermédiaire d'un contact mutuel au bureau local du FBI. Ensuite, j'ai tout apporté à un collègue de la division des crimes financiers. Vivien ne savait rien de tout cela. Elle était en train de croire qu'elle était tombée amoureuse d'un homme qui allait très bien prendre soin d'elle, surtout une fois son divorce finalisé et qu'elle aurait accès à une partie de 4,2 millions de $. Elle n'avait aucune idée que l'homme avec qui elle planifiait son avenir avait fait cela pendant toute leur relation. Elle n'avait aucune idée que le fonds d'investissement qu'il lui avait mentionné, celui dont il allait lui montrer les détails une fois qu'elle aurait des liquidités, était le même véhicule qu'il avait utilisé dans 3 autres villes. J'ai ressenti quelque chose de compliqué quand j'ai compris cela. Pas de la satisfaction, pas encore. Quelque chose de plus proche du chagrin, en fait, parce que quoi que Vivien ait fait à notre mariage, elle était aussi victime de quelque chose qu'elle n'était pas équipée pour voir. Et je sais à quoi cela ressemble. J'ai été assis en face de victimes toute ma carrière. Je connais le regard particulier sur le visage de quelqu'un lorsque le monde dans lequel il pensait vivre se révèle être tout autre chose. Mais j'avais aussi un travail à faire.
L'audience était fixée à un jeudi d'avril. Le bâtiment du tribunal de la famille sur Filbert Street faisait ce que les bâtiments judiciaires de Philadelphie font au printemps, de son mieux contre l'épuisement accumulé de trop d'affaires et pas assez de ressources. Daniel et moi sommes arrivés à 8h45 du matin. Je portais le costume que je porte pour les plaidoiries finales, celui de couleur anthracite que mon père m'avait aidé à choisir lorsque j'étais devenu avocat principal, parce que certains moments méritent le bon costume. Vivien et son avocat, un homme nommé Bradford Ellison, qui avait la réputation d'être agressif en matière de communication de preuves et un menton qui semblait avoir été conçu par un comité, étaient déjà dans le couloir. Prescott était avec elle, ce à quoi je m'attendais. Il portait ce que je ne peux décrire que comme une tenue décontractée pour le tribunal, blazer, jean foncé, le genre de présentation sans effort qui demande un effort très soigné. Il avait une main sur le bas du dos de Vivien. Vivien m'a vu la première. Je l'ai regardé dire quelque chose à Ellison, quelque chose de rapide et de biais, puis elle m'a regardé à nouveau et a fait quelque chose dont je me souviendrai pour le reste de ma vie. Elle a levé les yeux au ciel. Pas un roulement d'yeux subtil, un roulement d'yeux théâtral et dédaigneux, le genre qui est joué pour un public, destiné à signaler à tous les environs que la personne que vous regardez ne vaut tout simplement pas la considération sérieuse de votre attention. J'ai soutenu son regard un instant, puis j'ai hoché la tête poliment, de la même manière que je hoche la tête à l'avocat de la partie adverse au tribunal fédéral, et je suis passé devant elle jusqu'à la porte de la salle d'audience. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que assis dans la galerie derrière la barre, en civil, se trouvaient deux personnes. Une femme nommée agent Carla Day de l'unité des crimes financiers du FBI et un homme nommé agent spécial Terence Obi de la division de l'application de la loi de la Security and Exchange Commission. Ils étaient là en tant qu'observateurs. Ils n'étaient pas là dans le cadre de la procédure du tribunal de la famille. Ils étaient là parce que 3 semaines plus tôt, j'étais entré dans le bureau local du FBI sur Arch Street avec un document de 47 pages et j'avais dit, « Je pense que vous avez une affaire de fraude sur les valeurs mobilières fédérales, et je peux vous aider à la monter. » L'audience du tribunal de la famille a commencé à 9h30. Ellison a exposé la position de Vivien avec la confiance exercée d'un homme qui avait fait cela de nombreuses fois. L'héritage, a-t-il soutenu, constituait un bien matrimonial parce que j'avais eu une connaissance implicite de sa valeur pendant le mariage. Les biens immobiliers de mon grand-père étaient une question de dossier public. Un conjoint diligent, selon l'argument, aurait pu raisonnablement s'attendre à bénéficier de ses actifs. De plus, et c'était la partie qu'Ellison considérait clairement comme son point le plus fort, il y avait des questions sur le calendrier des divulgations de preuves. Le juge, l'honorable Richard Azant, avait 61 ans avec la patience d'un homme qui avait entendu chaque variation de chaque argument 2 fois. Il siégeait depuis 19 ans. Il avait la réputation d'interrompre les gens qui lui faisaient perdre son temps, mais j'avais comparu devant lui 2 fois dans des affaires qui avaient débordé sur la juridiction du tribunal de la famille. Et je savais qu'il avait aussi la réputation de prêter une attention très particulière lorsque quelqu'un disait quelque chose qui méritait l'attention. Daniel a défendu notre position calmement et précisément. L'héritage n'existait pas en tant qu'actif réalisé pendant le mariage. Theodore Wyatt était en vie jusqu'en février. Les actifs étaient des biens découverts en vertu de la loi de Pennsylvanie, pas des biens matrimoniaux, car l'héritage a eu lieu après la date de la séparation. L'avocat de Vivien n'avait apporté aucune preuve crédible de dissimulation. Ellison est revenu avec l'argument de la connaissance implicite, plus fort cette fois. Il a dit, et je paraphrase ici, qu'il était difficile de croire qu'un homme de ma sophistication et de mon bagage professionnel n'avait aucune conscience des importants biens immobiliers de son grand-père. Le juge Azant l'a regardé par-dessus ses lunettes. Monsieur Ellison, alléguez-vous une fraude? Nous alléguons un manquement à la divulgation qui atteint le niveau 2. Je vous ai posé une question spécifique. Ellison s'est recalibré. Nous alléguons que M. Wyatt possédait des informations matérielles sur le patrimoine matrimonial et a choisi de ne pas partager ces informations lors de la communication des preuves. Cela ressemble à de la fraude. Cela ressemble à un schéma de dissimulation, votre honneur. Le juge Azant a écrit quelque chose sur son bloc-notes. Il l'a fait avec la délibération d'un homme qui voulait que tout le monde remarque qu'il écrivait quelque chose. Puis il m'a regardé directement, ce que les juges font parfois lorsqu'ils sont sur le point de poser une question dont ils connaissent déjà la réponse. Monsieur Wyatt, a-t-il dit, vous êtes un procureur fédéral. Oui, votre honneur. Connaissez-vous la loi de Pennsylvanie sur la fraude implicite telle qu'elle s'applique aux procédures matrimoniales? Je la connais, votre honneur.
Et à votre avis professionnel, la théorie du demandeur sur la succession de votre grand-père constitue-t-elle une fraude implicite en vertu de cette loi? Je pouvais sentir Ellison vouloir s'opposer. Il ne l'a pas fait parce qu'on n'interrompt pas un juge qui pose une question. Non, votre honneur, ai-je dit, et je pense que l'avocat du demandeur le sait. Ce qui s'est passé ensuite n'était pas quelque chose que j'avais arrangé, et ce n'était pas quelque chose qui faisait partie de la procédure du tribunal de la famille. Mais c'était quelque chose que je savais allait arriver parce que j'avais passé certains appels téléphoniques 2 jours plus tôt et on m'avait dit, dans le langage prudent des forces de l'ordre fédéral, que le moment pourrait coïncider avec l'audience. La porte de la salle d'audience s'est ouverte. L'agent D est entré, non plus en civil, tenant maintenant ses accréditations. À côté d'elle se trouvait l'agent Hobby. Ils ont passé la barre, passé les sièges de la galerie, passé l'endroit où Vivien était assise avec la main de Prescott sur son bras, et ils se sont approchés de la table du défendeur. La table du défendeur dans ce cas n'était pas la mienne. L'agent D s'est adressé au juge Azante. Votre honneur, je m'excuse pour l'interruption. Je suis l'agent spécial Carla Day, du Bureau fédéral d'investigation. Nous avons un mandat d'arrêt fédéral pour un certain Prescott Arlo. Elle a regardé Prescott directement. Pour fraude sur les valeurs mobilières, fraude électronique et complot en vue de commettre une fraude en violation du titre 18 du Code des États-Unis. Le silence dans cette salle d'audience a duré environ 3 secondes. Puis ce ne fut plus du tout silencieux. Vivien a émis un son que je ne peux pas décrire précisément, quelque chose entre une question et un hoquet. Elle s'est tournée pour regarder Prescott, qui était devenu complètement immobile avec l'immobilité particulière de quelqu'un qui calcule s'il existe une version des 60 prochaines secondes qui tourne en sa faveur. Ellison a reculé sa chaise de la table. Le juge Azante a posé son stylo. Et Prescott Arlo, qui avait passé 18 mois à convaincre ma femme qu'il était l'avenir qu'elle méritait, a regardé les 2 agents fédéraux qui se tenaient devant lui et a dit « Je pense qu'il y a eu un malentendu ». Il n'y avait pas eu de malentendu. Les charges étaient lourdes. 3 chefs d'accusation distincts de fraude sur les valeurs mobilières dans 4 États. 2 chefs d'accusation de fraude électronique liés au transfert de fonds par des victimes à Charlotte et Nashville. Un chef d'accusation de complot impliquant un associé à Scottsdale qui avait servi d'administrateur pour les sociétés écrans. Le montant total fraudé pour toutes les victimes était d'un peu plus de 800 000 $. Vivien n'a été accusé de rien. Je veux être clair à ce sujet car je pense que c'est important. Elle était une victime, même si elle ne le comprenait pas encore. L'argent qu'elle avait transféré au véhicule d'investissement que Prescott lui avait montré, 47 000 $ d'un compte que ses parents avaient ouvert pour elle, était maintenant une preuve. Elle en récupérerait finalement la majeure partie, mais elle n'obtiendrait rien de la succession de Theodore Wyatt. Le juge Azante a suspendu l'audience pendant 30 minutes pendant que l'arrestation était traitée. Lorsque nous avons repris, Ellison a demandé un ajournement. Le juge Azante l'a refusé. Il a statué sur le champ, rapidement et sans cérémonie, que l'héritage constituait un bien découvert en vertu de la loi de Pennsylvanie, qu'il n'y avait aucune preuve crédible de dissimulation ou de fraude implicite, et que la requête modifiée du demandeur était rejetée. Il a regardé la table de Vivien en le disant. Ellison avait redressé sa veste et prenait des notes. Vivien fixait la table devant elle, à l'endroit où la main de Prescott reposait sur son bras 20 minutes plus tôt. Le juge Azante a dit, sur le ton sec particulier qu'il réservait au moment qu'il voulait que les gens se souviennent, la cour note que le défendeur, M. Wyatt, semble avoir été bien plus franc avec les informations matérielles que la partie adverse ne l'avait anticipé. Il l'a dit exactement une fois. Il n'a pas élaboré. Il n'en avait pas besoin. Je suis retourné à mon bureau sur Market Street et je suis resté assis à mon bureau pendant 1 heure avant de faire quoi que ce soit d'autre. Non pas parce que je célébrais. Je ne suis pas sûr que ce que je ressentais était assez proche de la célébration pour utiliser ce mot. Plutôt parce que j'avais besoin d'un moment pour comprendre ce qui venait de se passer. J'étais entré dans une salle d'audience ce matin en tant qu'homme dont l'ex-femme et son avocat croyaient qu'ils allaient déjouer. Un homme dont ils avaient calculé qu'il réagirait à la pression juridique de la manière dont les gens supposent que les procureurs réagissent au chaos personnel, soigneusement, selon les règles, de manière qui pouvait être anticipée et contrée. Il n'avait pas tenu compte du fait que j'avais passé 20 ans à apprendre à voir au-delà des apparences. Il n'avait pas tenu compte de la possibilité que pendant qu'Ellison construisait un argument sur les manquements à la divulgation, j'avais construit quelque chose de tout à fait différent. J'ai pensé à la lettre de Théodore. Mériter n'est pas la même chose que gagner.
Il parlait de Terence et de ses autres enfants, ceux qui s'attendaient à la succession simplement parce qu'ils étaient de sa famille. Mais la phrase s'appliquait ici aussi, d'une manière différente. Vivien avait cru qu'elle méritait une partie de l'œuvre de la vie de mon grand-père parce qu'elle avait été ma femme. Prescott avait cru qu'il méritait l'argent des autres parce qu'il était assez charmant pour le prendre. Ce qu'il n'avait pas compris, c'est que le monde dans lequel je travaillais, le monde des preuves et de la documentation et de la construction lente et minutieuse d'un dossier, ce monde avait des règles qu'il n'avait jamais prises au sérieux. J'ai appelé mon père depuis le bureau. Raymond Wyatt a répondu à la deuxième sonnerie. Papa, ai-je dit, c'est fait. Il est resté silencieux un moment. Ton grand-père a toujours dit que tu étais celui qui faisait attention. Je sais. Tu vas bien, mon fils? J'ai regardé par la fenêtre sur Market Street, la circulation piétonne et les arrêts de bus et la vieille ville qui m'avait fait et avait ensuite essayé de faire de moi quelque chose de plus ordinaire que ce que j'avais réussi à devenir. Oui, ai-je dit, je vais bien. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé dans les mois qui ont suivi, car les suites d'une telle affaire sont toujours plus compliquées que le moment lui-même. Vivien a déposé une demande de mise en faillite en août. Entre la perte du transfert qu'elle avait fait au fonds de Prescott et les honoraires d'avocat d'Ellison, et l'appartement qu'elle avait loué en prévision d'un règlement qui n'est jamais venu, elle s'était considérablement endettée au-delà de ses moyens. Je ne dis pas cela avec satisfaction. Je le dis parce que c'est la vérité et, d'après mon expérience, la vérité est toujours plus utile que la version qui fait que quelqu'un se sent mieux. Prescott Arlo a été inculpé de cette chef d'accusation devant un tribunal fédéral. Le procès était prévu pour le printemps suivant. 3 de ses victimes précédentes ont accepté de témoigner. L'agent de la DEA de Scottsdale, dont le nom était Vincent Corderero, a fait une déposition qui a été, de l'avis de tous, dévastatrice. Je n'ai pas été impliqué dans l'accusation. Les règles sur les conflits d'intérêts l'interdisaient, évidemment, mais j'ai suivi l'affaire de la même manière que l'on suit quelque chose qui croise sa propre histoire sans en faire tout à fait partie. Mon oncle Terence m'a envoyé un courriel en juin. Il disait essentiellement qu'il croyait que Théodore avait été manipulé dans ces dernières années pour changer un testament qui incluait auparavant Terence comme bénéficiaire et qu'il consultait un avocat pour contester la succession. J'ai transféré le courriel à Daniel Rohr. Daniel a répondu par 2 mots, qu'il essaie. Terence n'a finalement pas contesté la succession. Je soupçonne que Daniel a passé un appel téléphonique. L'argent, 4,2 millions de dollars, moins les droits de succession et les frais juridiques, s'est établi juste au-dessus de 3 millions. Je l'ai utilisé de manière que Théodore aurait approuvé. J'ai acheté la maison à Mayfair où mon grand-père avait vécu depuis 1968. Je n'avais aucune intention d'y vivre, mais je n'étais pas prêt à ce que quelqu'un d'autre la possède. La table de cuisine où il m'a appris à jouer aux échecs est toujours là. La cafetière est toujours sur le comptoir. J'y vais parfois le dimanche matin quand la charge de travail le permet. Et je m'assois à cette table, je bois du café et je pense à ce que signifie construire quelque chose tranquillement pendant 50 ans et le laisser à la seule personne qui pose la bonne question. J'ai créé un fonds de bourse d'études à l'université Temple pour les étudiants en droit de première génération du nord de Philadelphie. Raymond Wyatt a assisté à l'événement d'annonce. Il portait un nouveau costume et son visage a fait cette chose qu'il fait quand il est trop fier pour dire qu'il est fier. Le reste, je l'ai investi prudemment, sans drame, avec un conseiller financier agréé que j'ai examiné avec une intensité que mes collègues ont trouvée amusante et que j'ai trouvée tout à fait raisonnable. Je suis toujours procureur fédéral pour le district et de la Pennsylvanie. Je travaille toujours 60 heures par semaine sur des affaires qui comptent plus pour moi que presque tout ce à quoi je peux penser. L'appartement dans lequel j'ai emménagé après avoir quitté Chestnut, il est plus petit que la maison, plus calme et à moi d'une manière que la maison ne m'a jamais vraiment semblé être. J'ai longtemps pensé au moment où Vivien a levé les yeux au ciel en me voyant dans ce couloir. Pas avec colère, mais avec une véritable curiosité sur ce que ce geste signifiait, ce qu'elle avait décidé à mon sujet à ce moment-là, quelle histoire elle s'était racontée sur qui j'étais et ce dont j'étais capable. Elle avait décidé que j'étais le même homme avec qui elle avait été mariée pendant 11 ans. Le prudent, le méthodique, celui qui perdrait avec élégance, parce que perdre avec élégance était ce que faisaient les gens prudents et méthodiques. Elle n'avait pas tort de dire que je suis méthodique. Elle n'avait pas tort de dire que je suis prudent. Elle a juste manqué la partie où la prudence et la méthode, avec suffisamment de temps et la bonne provocation, peuvent devenir quelque chose de tout à fait différent. Mon grand-père a accumulé 4 millions de dollars en 50 ans et personne ne le savait. Il ne le cachait pas exactement.
Il faisait simplement son travail, faisait attention, prenait des décisions qui se composeraient avec le temps pour devenir quelque chose de plus grand que ce que quiconque le regardant de l'extérieur aurait pu penser possible. Je suis le petit-fils de mon grand-père. C'est ça le truc quand on est sous-estimé. Cela coûte à la personne qui sous-estime bien plus que cela ne vous coûte jamais. Je ne sais pas où est Vivien maintenant. J'espère sincèrement qu'elle va mieux. J'espère qu'elle a surmonté ce que Prescott lui a fait. Et ne vous y trompez pas, ce qu'il lui a fait était réel. Quoi qu'elle ait également fait à notre mariage. La victimisation et la culpabilité ne sont pas mutuellement exclusives. J'ai plaidé des deux côtés de cette équation devant un tribunal fédéral. J'espère qu'elle est quelque part où elle n'a pas eu besoin d'un règlement pour survivre. J'espère que le prochain homme en qui elle aura confiance le méritera. J'espère beaucoup de choses pour elle. Ce ne sont juste plus des choses dont je suis responsable. La dernière fois que je suis allé à la maison de Mayfair, j'ai trouvé quelque chose que je n'avais pas remarqué auparavant. Une note glissée à l'intérieur de la couverture arrière du jeu d'échecs que Théodore et moi utilisions depuis que j'avais 8 ans. Pas une nouvelle note. Du vieux papier, doux aux pliures. Son écriture estompée, mais lisible. Garrison, la fin de partie ne concerne pas le dernier coup. Elle concerne les 15 coups que tu as fait avant que l'autre joueur ne comprenne ce que tu faisais. Je l'ai mise dans mon portefeuille. Je la porte partout. Ce n'est pas le moment au tribunal. Ce n'est pas l'argent. C'est le fait que Garrison n'a jamais dit à personne ce qu'il construisait. Il l'a juste construit tranquillement pendant que tout le monde autour de lui avait déjà décidé comment l'histoire allait se terminer. Et je pense que c'est la vraie leçon ici. Les gens qui vous sous-estiment vous rendent en fait un service. Ils arrêtent de regarder. Ils deviennent négligents. Et c'est exactement à ce moment-là que vous faites votre meilleur travail. Donc, si vous êtes dans une saison en ce moment où quelqu'un vous a rayé de sa liste, tant mieux. Laissez-les faire. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi, est-ce que quelqu'un vous a déjà sous-estimé et l'a regretté? Je veux vraiment le savoir.